Hey, salut toi. Est-ce que tu vois cette couverture de livre qui gigote? Hmm. Je pense que oui. Sinon, sache qu'il s'agit du livre d'un homme qui a fait front à une institution inique pendant près de 30 années. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardo, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêle-t-en de la xénocratie d'argent qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs, à celle d'Ernest Pardo non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses, évidemment, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de caste financière, de politique et de gens judiciaires s'entremêle, vos droits n'ont presque plus aucune valeur, si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. En somme, la République bananière porte bien son nom. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardo, que j'ai résumé pour vous en 2 temps. Un petit résumé si le temps vous manque, et un plus long si vous avez quelques minutes à tuer. En espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions, avec des arguments solides je l'espère. Le sujet du jour, le peu de représentativité du droit en France. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'1 année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Dans la vidéo précédente, nous parlions, par l'entremise d'un livre, d'une affaire juridique entre un artisan et un couple de magistrats, une affaire qui se passe à Béziers, dont vous pouvez retrouver un contenu similaire sur la chaîne Nexus, et bien d'autres vidéos encore sur ma chaîne. Place à la vidéo du jour avec le résumé synthèse en 4 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, ou que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. L'article 12 de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dépose que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique qui ne doit pas être usitée à l'avantage de ceux à qui cette force est confiée. Avec les exemples déjà vus dans les autres vidéos, pas sûr que cela soit respecté. Si l'article 16 de la même Constitution est respecté, il faut observer le pourcentage de représentativité qu'il dépose dans le social. Déjà que la justice, entre guillemets, est dans le déni. Les commis du système, qu'il faut contrôler, sont comme des fusibles pour les vrais responsables. Cependant, tout comme la justice, entre guillemets, organise l'injustice, ils doivent bénéficier d'un environnement pour commettre leur larcin. Narrons succinctement ce dernier. Sous prétexte d'indépendance, le principe d'inamovibilité mentionné à l'article 64 de la Constitution fait qu'un magistrat ne peut recevoir de nouvelles affectations sans son consentement. Sachant que la décision finale leur revient. Le contradictoire impose de citer le Gréco. Mais comme les commis tissent des liens dans leurs aires géographiques, liens utiles aux hommes hauts et de pouvoir, ils ne bougeront que peu. Un auteur, Alain Périphite, dans son livre Le mal français, explique comment ils se multiplient entre eux. Ernest Pardo, l'auteur de ce livre que je vous narre, donne un exemple d'un magistrat servant avec ses anciens collègues ailleurs. Donc avec eux en fait, avec les anciens. Mais pas au même endroit, ça veut dire qu'ils peuvent bouger. Tout comme avec l'expert, entre guillemets, qui sert les intérêts occultes de cette junte judiciaire, les commis ne bougeront que peu, tant qu'ils servent leur maître. À la merci de l'arbitraire du juge, comme avec l'interprétation du droit, on peut aussi citer par exemple les juges rouges pour exemple, l'injustice au nom de la dite justice entre guillemets continue à être infligée. De plus, le code de procédure civile contient plusieurs dispositions faisant preuve de garantie pour l'usager du droit, lui permettant d'avoir accès à un tribunal et à un juge impartial. Si vous choisissez de récuser le juge, par suspicion de fraude, on vous servira l'anachronique laïus, je cite,
qu'on ne choisit pas son juge. Citation. Et les motifs légaux de cette demande ne prennent pas en compte les liens qu'aurait le juge avec d'autres parties interlopes. Étrangement, c'est l'article 341 du Code de procédure civile, repris par une jurisprudence de la CEDH, qui le prévoit. Donc là, au niveau européen. Enfin, au niveau de l'Union européenne. Fichtre. Encore plus de révélations. Il faut savoir que les avocats, entretenant d'obscurs liens occultes, connaissent le calendrier des sessions des magistrats, facilitant l'assignation ou le report d'affaires. Sacré principe d'égalité avec l'autre partie, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse évidemment découvrir la suite de ce chapitre dans le grand résumé. Les mots-clés en 4 points. Les commis du système, qu'il faut contrôler, sont comme des fusibles pour les vrais responsables. Il existe un principe d'inamovibilité des magistrats, des juges, peu respecté. Tant que les commis servent leur maître, ils ne bougeront que peu de leur poste. Les avocats, entretenant des liens occultes avec la gente, connaissent le calendrier des sessions, des jugements. Le peu de représentativité du droit en France, ou République dite française. Commençons avec l'article 12 de la DDHC qui dépose ceci. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Bon. J'aimerais ajouter à l'article 12 l'article 14 de la DDHC qui dépose ceci. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Mais évidemment, si vous êtes républicain, et même si vous ne l'êtes pas, vous constaterez que cela est purement fictif, et que même si cela s'appliquerait pour les non-républicains, il n'en serait guère mieux pour eux. Pour reprendre les écrits de l'auteur, le déni de justice, qui peut amener le sinistré au suicide, est vraiment à considérer comme un acte criminel. Et évidemment, tout comme la nourriture industrielle, qui nous tue à petit feu et par des maladies sortant d'un autre monde. On vous dira, mais vous n'avez qu'à faire attention, alors qu'un État fort, qui normalement prend soin de son peuple, ne devrait pas une seule seconde accepter cela, ou alors légiférer très durement et faire suivre les actes derrière. Et au regard de l'article 16 de la DDHC, reprend l'auteur, on peut considérer que la Constitution n'est point effective. Évidemment, surtout au regard du pourcentage de représentativité du droit chez les Français. Bon, pour revenir sur l'auteur. En finalité, nous dit-il, les commis du système sont des sortes de fusibles pour les vrais responsables, quoiqu'ils le sont un peu aussi. Et là, je parle des responsables influents. Mais ce commis doit bénéficier d'un environnement complice et complaisant pour son larcin. Expliquons l'environnement dans lequel ces commis évoluent. Sous prétexte d'indépendance, les magistrats de l'ordre judiciaire et les juges de l'ordre administratif, à qui revient la décision finale, sont inamovibles. Ben voyons. En somme, un magistrat ne peut recevoir de nouvelles affectations sans son consentement, judiciaire comme administratif. C'est un principe d'inamovibilité mentionné à l'article 64 de la Constitution. Même si des articles soulignés par le Gréco disent le contraire, l'établissement dans le temps des commis tisse des relations avec des personnages influents de leur zone géographique, et par collusion d'intérêts finissent invariablement par être utiles aux hommes au pouvoir. Et j'avais ajouté dans le petit résumé de pouvoir. Mais tout ça c'est corollaire. Allons donc. Pour quelle véritable raison, mis à part que cela ne se voit de trop, bougeront-ils leurs commis, qu'ils leur sont si utiles ? C'est bien Alain Péréfitte, dans son œuvre Le mal français, qui explicite comment cette gente vit et se multiplie entre elles.
L'auteur donne un autre exemple d'un magistrat se retrouvant conseillé avec ses anciens collègues ailleurs. On suppose qu'il a bien servi les hommes hauts et de pouvoir. En somme, ils ne bougeront pas tant qu'ils serviront bien leur maître. Pour continuer à infliger l'injustice au nom de la justice, entre guillemets, il est nécessaire de maintenir en vie le taureau, à la merci de l'arbitraire du juge. Et concernant l'arbitraire de ce dernier, le droit garanti contre celui-ci, gage de l'égalité devant la loi, fonde l'obligation du magistrat de privilégier en toutes circonstances l'application de la loi. Évidemment la même qui est prise en décision des hommes hauts et de pouvoir et appliquée par les commis. Pas sûr. On notera que le Code de procédure civile contient plusieurs dispositions faisant preuve de garantie pour l'usager au droit d'accès à un tribunal et à un juge impartial. Il y a des dispositions prévues, comme celle de pouvoir récuser un juge, à la suspicion légitime à l'égard d'une formation collégiale de jugement, etc. Mais ceci n'est que, évidemment, de l'esbrouf qui n'aboutit jamais à rien. Dans cette récusation, si jamais vous avez l'outrecuidance de la demander, 1 minute de plus le bourreau, s'il vous plaît. On vous servira le laïus anachronique de refus motivé par le prétexte qu'on ne choisit pas son juge. On observe de plus que les motifs légaux en cas de récusation ne prennent pas en compte les liens qu'aurait un juge avec une des parties au procès, ni ne prévoient les cas d'influence indirecte. C'est l'article 341 du Code de procédure civile, repris par une jurisprudence qui a vu le jour grâce à la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, et moi qui pensais qu'elle ne servait à rien. Et c'est évidemment celle qui le prévoit. Dans la suite des procédés malhonnêtes, notons, suite aux liens occultes qu'entretiennent une fraction de l'agent judiciaire, que les avocats auxiliaires de justice connaissent le calendrier des sessions des magistrats. Cela leur permet de faciliter l'assignation ou de reporter une audience pour que leur affaire, dont ils ont la charge, arrive devant le magistrat qu'ils souhaitent. Pour revenir sur les juges, sachez simplement que comme ils se tiennent par la barbichette, le remplacement d'un juge récusé, à condition qu'il ait accepté sa récusation, parce que oui, il y a aussi ça, par un autre juge peut lui transférer ses recommandations. Comment savoir que l'usager de la justice, le justiciable, c'est-à-dire celui qui est présenté devant la justice, n'est pas floué dans l'affaire? Compliqué. Et surtout, je ne vous parlerai même pas de la demande de renvoi pour cause de suspicion. Un joyeux bordel. Et les péripatéticiennes en moins. Quoique. Mais bon, respectons-les au moins un peu. Respectons-les au moins un peu. Non, bref, soyons pas méchants. Et le dépaysement du dossier. Question. C'est-à-dire un transfert extramuros. Voyons, vous n'y pensez pas à ça? Eh ben, si, vous allez voir. Quand bien même cela arriverait, cela ne garantit pas du tout l'application de l'esprit et la lettre de la règle de droit. Concernant la juridistique et la judiciaristique, ces deux jusqu'au-boutismes du droit, concepts mis en forme par l'auteur, nous les examinerons plus en profondeur encore dans les prochains écrits. Ernest Pardoe nous propose d'observer très minutieusement ceci. Toute organisation se développe autour de 3 fonctions. Celle dite stratégique, qui détermine les orientations, les objectifs et les moyens, les fonctions dites organisationnelles, qui structurent et coordonnent, et enfin les fonctions opératoires, qui exécutent. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour approfondir tout ceci. Cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance, et qu'elle vous permettra d'avoir plus d'arguments si vous aussi, vous êtes des chercheurs de vérité. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, si ça a été le cas. Dans la prochaine vidéo, qui s'intitule « La règle de droit à la poubelle », nous apprendrons donc que, par exemple, le recueil des obligations déontologiques des magistrats leur impose le respect de la loi, de la règle de droit et des règles de procédure. Mais que cela n'est que très rarement respecté. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, je vous souhaite une excellente journée et soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures.